Et je souhaiterais me concentrer plus particulièrement sur la crise de la Covid-19 et tout le déferlement de fake news, que ce soit sur l'origine du virus, les formes de contagion, le nombre de victimes, les remèdes possibles, les mesures de protection à prendre, des vaccins, etc. Je ne parlerai pas ici d'un autre phénomène tout aussi inquiétant que l'on appelle la fausse science, les revues prédatrices, les conférences prédatrices ou l'accès à l'information scientifique qui est dominé par quelques grands éditeurs comme Elsevier, qui mériterait un autre débat. Je ne parlerai pas non plus des aspects philosophiques, épistémologiques, aporétiques, effectiques, etc. On va se concentrer essentiellement sur l'intelligence économique qui, par l'étude des risques ou au travers de l'étude de l'influence des influenceurs du lobbying, a toute sa place dans ce débat, car les conséquences de cette propagation de fausses informations peuvent être désastreuses. Alors, je vais vous donner un exemple comme celui de manipuler le cours d'une action en bourse. En ce qui concerne une action en bourse, on se rappelle qu'en 2013, il y a eu un terrible choc. En fait, on s'est rendu compte que, que Twitter pouvait être très nocif pour la bourse. Le Dow Jones a perdu 150 points, c'est-à-dire ça représente une capitalisation boursière de 150 milliards de dollars, 150 milliards de dollars, j'ai même du mal à l'évaluer, parce qu'il y a eu un tweet d'Associated Press qui a dit qu'une explosion avait eu lieu à la Maison Blanche et que Barack Obama était blessé. Et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les tweets sont surveillés par des outils informatiques, ils le sont encore toujours, mais avec plus de précautions, et des sites de trading à haute fréquence qui réagissent à des mots-clés. Et quand on a la combinaison de mots explosion, Obama et Maison Blanche, ça a été perçu comme pouvant avoir un impact significatif sur la place financière, et des milliards d'ordres ont été retirés des marchés en quelques secondes, ce qui a produit la courbe que vous voyez. Et ça a duré bien 3-4 minutes d'anxiété, et pendant 3-4 minutes d'anxiété, le Dow Jones est tombé et la capitalisation boursière a chuté de 150 milliards de dollars. Voilà, donc vous voyez que ça peut être des conséquences absolument désastreuses. Alors ça sert aussi à déstabiliser, discréditer une entreprise, une technologie, une politique. On peut saboter l'économie d'un pays, d'un secteur industriel ou d'une entreprise simplement. On peut inciter des patients à prendre des traitements alternatifs. On y viendra beaucoup plus puisque je connais mieux ce sujet-là. Et puis on peut réaliser des cyberattaques opportunistes simplement en parlant de la Covid, des remèdes, d'un nouveau remède. On est immédiatement attiré par la chose. Alors, en ce qui concerne les causes de ces fake news, elles sont nombreuses. Tout d'abord, les dirigeants. Les dirigeants occidentaux, ils peinent à comprendre qu'un événement, une guerre, une révolte ou un virus soit imprévisible. Ça paraît évident, mais ils ont du mal à l'admettre. Que le tragique puisse revenir, que les courbes ne se prolongent pas toujours et que les situations les plus archaïques, comme les grandes épidémies, les ruptures de flux de circulation, peuvent encore se reproduire. La position de déni française aussi a contribué à cette prolifération de fake news. On a entendu il ne sert à rien de fermer les frontières, ça sert à rien de porter des masques si on n'est pas malade, de dépister des gens qui ne sont pas gravement atteints, etc., etc. Donc, par charité chrétienne, je dirais, ces erreurs de communication ont entretenu une méfiance populaire. Dans le sens, comme Jacques Dutronc le disait, on nous cache tout, on ne nous dit rien, d'où la séduction des explications alternatives non officielles qui ont émergé. Et puis, le coronavirus pose aussi, pour les dirigeants, un problème de vérité idéologique.
La pandémie a créé quelques désillusions. L'Europe protectrice, la mondialisation irrésistible est bonne, l'ouverture et la fin des frontières, la ringardise de l'État-providence, l'inutilité de l'État-nation qui protège, les flux tendus, la communication de tous avec tous, l'économie avant tout cela s'effondre dans une partie de l'opinion. En cause aussi le rôle des médias. Capter les flux d'informations pour augmenter l'audience et les recettes publicitaires, c'est pas nouveau. Les fausses nouvelles étant a priori plus surprenantes que les nouvelles avérées, elles créent du buzz, elles attirent le chaland. La tendance aussi des journalistes à mettre face à face des interlocuteurs déséquilibrés, c'est-à-dire que chaque camp est représenté soit par un expert, soit par un faux expert, et en fait ça revient à dire implicitement que leurs positions se valent, ce qui n'est pas du tout le cas. Les médias entretiennent la confusion sur les débats, par exemple, sur la chloroquine, la vérification, la représentativité des échantillons testés, par exemple. Le fait aussi que les professeurs Raoult ou Montagnier, prix Nobel, je le rappelle, émettent des thèses controversées et qu'une partie de la communauté scientifique se dresse contre, n'aide pas à bien distinguer ce qui est scientifique de ce qui est fake news. Cette complexité n'excuse pas la prolifération des thèses douceuses, mais ça l'explique en partie. Les scientifiques eux-mêmes sont en cause. Le doute qui devrait faire la force des scientifiques représente aussi leur faiblesse dans l'époque que nous traversons. Par nature, les chercheurs sont rarement affirmatifs. L'aporie est de mise. Ils peuvent donc paraître peu convaincants. Ils sont souvent aussi de mauvais communicants face à des journalistes aguerris. Et en fait, l'autorité qui est censée énoncer le vrai, c'est-à-dire la science, la médecine, l'expertise, les statistiques de chômage ou de criminalité, de procédures d'établissement des faits, des récits de crise, des guerres et événements politiques, tout ça est en crise. Il y a un régime de vérité qui chancelle, tout cela s'ajoute à des phénomènes déjà bien repérés, on doute de l'efficacité des vaccins, la dangerosité de tel ou tel produit, du réchauffement climatique, les médecines alternatives, etc. Il s'agit sinon d'une remontée d'obscurantisme, du moins d'une dévaluation de l'autorité scientifique. Alors en cause aussi les failles de la médecine conventionnelle. Alors j'en veux pour preuve un article un cahier spécial que l'Université Paris-Descartes a fait. C'est un cahier de 32 pages. Il suffit d'aller sur Google et puis de taper cahier de l'Université Paris-Descartes fake news et vous arriverez sur ce document qui est très intéressant. Et en fait, avec la montée des propositions alternatives sur la santé, le bien-être, pardon, je reviens, voilà, les montées des propositions alternatives, la santé, le bien-être, nous avons assisté ces dernières années à un glissement, d'abord vers une contestation de la médecine, puis aujourd'hui quasiment à la construction d'un système de santé bis qui draine des milliards d'euros, avec tous les risques que cela comporte d'embrigadement des plus fragiles et surtout de retard au diagnostic et aux soins, avec parfois des conséquences dramatiques. La médecine conventionnelle est jugée parfois trop technique, le manque de médecins dans certaines régions où les rebouteux en tout genre ont la voie libre, l'accès facile à une information massive et sans filtre. Il suffit de taper qu'est-ce que vous pensez de tel cancer, comment on peut le soigner, vous avez des milliers de réponses qui ne sont pas certifiées sur Internet. Donc c'est pour ça que Paris-Descartes a publié ce document qui permet à la fois de sensibiliser les étudiants, mais aussi les enseignants et bien sûr les chercheurs. Là, en cause aussi, les statistiques utilisées dans la recherche. Alors étant biostatisticien aussi, je dirais, les statistiques sont souvent perçues à tort comme un moyen de se débarrasser de l'incertitude, alors qu'il s'agit en fait plutôt de quantifier le degré d'incertitude.
Aucun seuil statistique ne peut définir à lui seul le succès ou l'échec d'une expérimentation. Et cela a été rappelé dans un article où 800 statisticiens et scientifiques ont publié un texte, c'est dans la revue Nature, et pourtant, dans 96% des publications biomédicales de sciences de la vie, on trouve ce genre d'expérimentation. Je me rappelle quand j'exerçais à Paris-Descartes en biostatistique, il y a une trentaine d'années, hein, donc c'est pas récent. À l'époque, on n'utilisait que le test de Student, quelle que soit la mesure, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'échelles de dépression de Hamilton avec des items 1, 2, 3, 4 qu'on quantifiait, et on faisait des tests de Student pour départager de groupes. Et on ne faisait que du 5%. Aujourd'hui, on a des tests qui permettent d'avoir des options plus poussées que le simple seuil de 5%. Je rappelle que si on dit que on passe une échographie, c'est un peu comme un test, quand vous faites une échographie obstétrique et que vous voyez une petite virgule, vous dites c'est un garçon. Quand vous ne voyez rien, vous ne savez pas. Ça peut être un garçon ou une fille. On n'en sait rien parce que, en fait, on ne sait pas si en prenant une loupe, on voit quelque chose, on ne voit rien. Si en prenant un microscope ou un microscope électronique, on ne verrait pas mieux. Donc, on est dans le doute, en fait. Et quel que soit le test statistique choisi, un scientifique ne devrait pas définir un seuil qui serve de raccourci vers une conclusion, en noir ou en blanc. Pour ces experts, les scientifiques, pour les 800 qui ont signé cette pétition, les scientifiques doivent adopter l'idée du gris statistique. Quelle est la qualité de vos données? À quoi ressemble votre plan d'étude? Avez-vous une compréhension du mécanisme sous-jacent? Les gens attendent de la science des réponses claires. Donc le public attend des réponses claires, par oui ou par non. Ils veulent savoir si une expérience a trouvé quelque chose, même si ce n'est jamais vraiment le cas. Il y a toujours de l'incertitude dans les résultats scientifiques. Une autre cause, c'est le numérique. Alors les réseaux sont le lieu de l'alerte incessante. On est alerté sur le gluten, sur les ondes, les compteurs Linky, la 5G, le glyphosate, les vaccins, la lactose, nouveaux produits cancérigènes. La peur vaut souvent autorité. Il est par nature donc favorable à la contre-information et à la contradiction. Chacun est censé pouvoir aller aux sources et aux témoignages, comme en direct d'égos que l'on présume sincères. Ce n'est pas toujours le cas. Les algorithmes aussi des moteurs de recherche tendent à mettre en avant des informations correspondant à nos recherches précédentes. Alors ça renforce ce que l'on appelle nos biais de confirmation. Les informations sont recommandées aussi poussées, que ce soit par une personne que nous présumons nous ressembler ou par un algorithme qui prédit ce qui nous conviendra le mieux. Donc ça, c'est un biais important. Et puis, nous-mêmes. Alors nous-mêmes, l'époque, ça permet à chacun d'étendre le champ de son opinion et de fantasmer son expertise, mais de nombreux biais cognitifs nous empêchent de bien comprendre des raisonnements basés sur les probabilités. Par exemple, un faible taux d'erreur de quelques pourcents sur la détection d'une maladie rare donne peu de risque de rater un vrai positif, mais beaucoup de fabriquer de faux positifs. Notre cerveau dresse toutes sortes d'obstacles à la vérité. Nous interprétons et sélectionnons en fonction de biais cognitifs, on trouve des corrélations douteuses, nous les acceptons, nous les refusons, et surtout des faits avérés ou des arguments, et ce en fonction de critères sans rapport avec leur crédibilité objective. Il existe des listes entières de biais, les biais de confirmation, de croyance, d'ancrage, d'amalgame, de conformité, d'angle mort, d'optimisme, de pessimisme, de statu quo, d'illusion de contrôle, de possession,
de disponibiliser de l'information, etc., etc. Les psychologues pourraient nous en faire des listes infinies. Et en fait, nous ne vivons pas tous dans la même réalité. Nos divergences proviennent de nos modes de croyance et d'interprétation, et ça produit des fractures binaires entre pro et anti. Et chaque camp accuse l'autre. D'un côté, ceux qui adhèrent aux explications des médias, des experts, des dirigeants, et d'un autre, ceux qui soupçonnent un déni de réalité, qui cherchent une explication alternative et se persuadent que le système nous ment. Non seulement les deux camps ne croient pas la même chose, mais ils n'acceptent pas le même système d'accréditation du vrai. D'autre part, il se crée un cycle de la réaction et de la méfiance, voire de l'interdiction. Plus on dénonce les fake news, plus se creuse le fossé entre deux fractions de la population.